Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais là je prends le temps pour vous parler d'un appareil que j'utilise depuis un petit moment. C'est le Fujifilm X-T3. Franchement, c'est un appareil qui m'a beaucoup impressionné. Je vais vous parler des avantages et des inconvénients que j'ai vus sur cet appareil. C'est parti. Tout d'abord, quand je l'ai reçu, j'étais très impressionné par son design. J'avais pris la version argentée. Du coup, ça donnait un côté assez argentique et c'était vraiment très beau. C'est la première fois que j'avais un appareil photo que je trouvais vraiment beau, sur lequel en fait ils avaient travaillé le design. Parce que les appareils que j'utilise d'habitude, c'est plutôt des appareils classiques. On n'a pas vraiment une recherche sur le design. Le plus important, c'est d'être ergonomique, que tous les boutons soient bien placés. Là, vraiment, on sent qu'on a un appareil qui est beau et ça donne encore plus envie de l'utiliser. La deuxième chose que j'ai trouvé intéressante aussi, c'est le fait qu'il y ait tous ces boutons pour gérer les ISO, la vitesse d'obturation ou la mesure d'exposition, ce sont des boutons que j'ai pas l'habitude d'avoir aussi. Et là, ça m'a vraiment fait bizarre. Au début, j'ai trouvé très difficile. Surtout aussi que les menus du X-T3 ce ne sont pas forcément faciles à comprendre. Pour avoir accès au log, il faut rentrer dans les menus alors qu'il y a un raccourci avec tous les profils d'images qui sont déjà incorporés. Donc du coup, pour aller dans le log, il faut rentrer dans le menu, activer le log, ressortir et on ne peut pas avoir accès à tous les autres profils d'images juste en appuyant sur le bouton raccourci parce que le log est activé. Donc du coup, pour avoir accès encore d'autres profils, il faut rentrer dans le menu et désactiver le log. Et ça, franchement, je trouvais que c'était un peu chiant. Et si on combine ça avec le fait que la mesure d'exposition et tout ça, ce sont des boutons qu'on doit gérer en plus, ça m'a paru en fait assez compliqué. En tout cas, c'est une autre manière de voir les choses. Mais bizarrement, lorsque je me suis retrouvé dans une situation réelle où je devais vraiment utiliser l'appareil pour faire une prestation, tout était vraiment beaucoup plus facile, beaucoup plus réactif. On va dire qu'en fait, c'était peut-être la meilleure façon d'utiliser l'appareil, la meilleure façon d'utiliser des réflexes, des appareils hybrides, que d'avoir en fait tous ces boutons-là, parce que tout est plus rapide, tout est plus intuitif. Et c'est une manière que je trouve en fait assez intéressante pour des gens qui veulent vraiment comprendre ce qu'ils font sur un appareil photo numérique. Maintenant, je vais parler de la qualité d'image. J'ai été impressionné par les couleurs. Je trouve qu'elles ressemblent beaucoup à celles de Canon et je trouve que les profils ont été travaillés pour que tout soit vraiment efficace. C'est-à-dire que c'est pas des profils gadgets qu'on a l'habitude de voir. Il y a un beau profil en noir et blanc que j'utilise beaucoup, qui ressemble beaucoup aux photos argentiques et ça, franchement, je trouve que c'est le seul appareil que j'ai trouvé, que j'ai pu utiliser, qui avait ce genre de profil dedans. Par contre, moi, je suis pas très fan du mode Eterna. Je préfère toujours utiliser le log quand je filme parce que je trouve que l'Eterna, c'est un style assez particulier. On ne peut pas vraiment travailler l'image comme on travaille le log. Je trouve que voilà, j'ai pas d'affinité vraiment avec ce profil Eterna. Peut-être que pour d'autres personnes qui l'utilisent et qui trouvent qu'en fait ce profil est vraiment efficace. Pour moi, je préférerais utiliser des profils qui sont déjà incorporés comme le Astiadou ou plutôt d'utiliser le profil log directement. Comme ça, au moins, je sais à quoi m'attendre. Déjà, on a la possibilité d'augmenter la plage dynamique en jouant sur les profils, en jouant sur la qualité de l'image, en jouant sur la résolution aussi et les débits d'enregistrement. Et ça, je trouve qu'en fait, ça a vraiment une efficacité. Au début, je me disais que c'était peut-être un gadget parce que je me disais entre 200 et 400, peut-être qu'il ne se passerait rien. Mais en fait, si, c'est assez léger, mais on voit quand même qu'il y a une différence. Et c'est une plage dynamique qui est assez impressionnante pour un appareil aussi peu cher. Avoir une plage dynamique aussi bien, c'est déjà pas mal. En photo, j'avais l'habitude d'utiliser des Canon avec des réflexes. Donc du coup, là, le fait d'avoir un mirrorless, on va dire que j'ai déjà utilisé des Sony, mais c'est vraiment là que j'ai vraiment bien senti en photo le fait de pouvoir vraiment avoir la visée directement sur l'écran. Et ça change la vie à un point. Franchement, je regardais plus dans le viseur, quoi. Je ne regardais plus du tout dans le viseur. J'étais tout le temps là avec l'appareil dans les mains et je prenais la photo, je pouvais voir directement ce qui se passait, je pouvais faire mon recadrage et c'était beaucoup plus intuitif, beaucoup plus rapide. J'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment adoré l'utiliser comme ça, surtout que les couleurs sont vraiment très bien. Par contre, quand on utilise des profils incorporés et qu'on shoot en RAW, les profils ne s'appliquent pas vraiment sur le fichier RAW, il s'applique sur les fichiers JPEG. On va dire que c'est plutôt une bonne sécurité, mais bon, j'aurais quand même aimé que ce soit un peu sur le RAW, qu'on puisse avoir en fait cet effet que je trouve argentique. Ça aurait été intéressant de l'avoir dessus. Mais bon, ça ne s'applique pas que sur le RAW, ça s'applique sur le JPEG. Ils ont de très bons JPEG, donc du coup c'est plutôt agréable. On va pas trop se plaindre pour ça. Les débits d'enregistrement sont assez élevés, se rapprochent beaucoup de ceux de Panasonic avec le GH5. On peut filmer en 4K à 60 images par seconde. Il y a un léger crop qui s'applique dessus, mais c'est un crop qui, pour moi, qui n'est pas vraiment significatif. C'est vraiment très léger. Et je trouve qu'en fait c'est un bon compromis sur la photo et sur la vidéo. Là, on a vraiment l'impression d'avoir un appareil complet dans tout son ensemble. Il filme aussi en 120 images par seconde en 1080p,
mais franchement j'ai pas vraiment aimé ça. Je me sens que ça ressemble plus à du 720p qu'à du 1080p. Je vous laisse juger par vous-même, mais l'avantage c'est qu'il coûte vraiment pas cher quand on voit que c'est un appareil qui peut carrément concurrencer l'iOS R ou des appareils de Sony, de chez Panasonic. Pour son prix, je trouve que vraiment il est assez complet. Le GH5, vous n'avez pas la photo. Pareil, Canon EOS R, on va dire, on n'a pas tous les débits d'enregistrement en vidéo. Donc du coup, lui, il essaie vraiment de rassembler tout ça, même s'il le fait de manière assez moyenne sur tout l'ensemble. Mais au moins, il a l'avantage de pouvoir au moins le proposer tout ce que on recherche concrètement sur un appareil. Le fait que ce soit un APS-C n'est vraiment pas un problème. Moi, je l'ai utilisé avec des objectifs assez intéressants comme les 18-55. Je trouve quand même qu'avant d'acheter l'appareil, il faut quand même se questionner sur les optiques. Un problème que j'ai vu, c'est que les optiques sont assez chères, surtout sur de l'APS-C. Je trouve que ça ressemble beaucoup au prix qu'on retrouve sur les Canon de la série L, alors que ce sont des appareils APS-C qui sont vraiment pas censés être aussi chers, je trouve. Si on compare sur la même gamme avec les appareils APS-C que de Sony ou du micro 4 tiers de chez Panasonic ou encore du Canon en APS-C, on voit très bien que les prix sont carrément beaucoup moins élevés que ceux qu'on retrouve chez Fujifilm. Je ne critique pas la qualité des objectifs qui sont vraiment de très bonne qualité, mais je trouve que les prix sont assez excessifs, surtout que ce sont des objectifs qui datent de vraiment longtemps. Ça fait très longtemps qu'ils existent et ils auraient pu les renouveler depuis un petit moment quand même. Déjà rien que pour la vidéo, pour l'autofocus. On sent pas vraiment cette latence avec le 18-55, c'est vraiment très réactif, mais quand on met d'autres objectifs, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui doit être amélioré, pas toujours aussi réactif. Pourtant, je pense que ça vient pas de l'appareil, ça vient vraiment des optiques, parce que l'appareil avec le 18-55, c'est vraiment parfait. L'autofocus nous lâche pas comme si on avait du Canon. Donc voilà, si vous achetez le X-T3 ou n'importe quel appareil, je vous conseille vraiment d'avoir au moins 2 fois le budget de votre appareil nu pour acheter des outils, pour acheter des petits trucs à côté, parce que c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Et je trouve aussi que beaucoup de personnes ont trouvé ça intéressant de prendre une bague d'adaptation qui s'appelle Fringer, qu'on utilise sur les appareils Fujifilm. Bon, moi j'ai pas pu utiliser la bague, mais apparemment ça permet de pouvoir utiliser d'autres optiques, des optiques de Canon comme le 24 mm 2.8. Bon, ça peut être une possibilité et apparemment on perd pas trop en qualité d'autofocus. Mais bon, voilà, moi je suis plus trop fan des bagues. On va dire que j'ai assez utilisé les bagues sur le GH5 et j'aime pas trop ça. J'ai déjà utilisé des bagues qui sont vraiment pas bonnes parfois et c'est assez problématique. Je ne sais pas du tout ce que donne la Fringer ou aussi la Viltrox. Il y a une version Viltrox qui est sortie. Bon, à mon avis, elle est moins bonne, la Viltrox. Donc du coup, j'ai pas utilisé les bagues, mais si vraiment vous voulez acheter l'X3, faut au moins y réfléchir et essayer aussi de voir si ça vaut le coup, parce que vous pouvez économiser en achetant cette bague plutôt qu'utiliser des optiques de chez Fujifilm qui coûtent vraiment cher. J'ai vraiment adoré l'utiliser, adoré en fait rentrer dans les menus, chercher, comprendre un peu cet appareil, comprendre un peu sa manière de fonctionner, comprendre un peu les esprits de Fujifilm, mais je ne vais pas forcément le garder parce que je pars bientôt pour l'Angleterre pour rentrer dans une école de cinéma et j'ai envie de recommencer en fait à tout reprendre à zéro. Et aussi je pense que pour moi ce sera une bonne étape pour pouvoir me remettre aussi en question sur les appareils que j'utilise, sur aussi quel type d'appareil est important pour moi et aussi peut-être que je pense que me focaliser sur la cinématographie et je pense que ce serait mieux pour moi d'avoir peut-être une vraie caméra et ne plus être dans les réflexes, dans les hybrides et vraiment commencer avec une vraie caméra et faire vraiment des films pour être beaucoup plus avancé sur vraiment le travail réel du cinématographe, du chef opérateur, de ce genre de choses. Voilà, très belle expérience avec ce Fujifilm. D'ailleurs, je pense que je le regardais si je ne partais pas en Angleterre pour entrer dans cette nouvelle école. Surtout qu'il y a une vraie communauté derrière aussi. Il y a vraiment des gens qui sont derrière et qui se partagent des photos, qui se partagent des vidéos, qui se partagent des astuces sur Facebook, que ce soit sur YouTube, etc. J'espère que mon avis vous aura aidé dans votre choix. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Salut.